Salut à tous, je suis Naïm Terrache et bienvenue dans La Grande Évasion. Ici, on vise la liberté financière sous toutes ses formes, on parle investissement, business, argent et développement. Si toi aussi tu veux t'évader de la routine et de ton boulot un jour, assieds-toi confortablement, on avance ensemble. Ce que je vais vous proposer est à la fois extrêmement lucratif et extrêmement risqué. T'as décidé de jouer le tout pour le tout, de ramasser le paquet et de te tirer à Vegas, c'est ça? Non, c'était un petit peu plus compliqué que ça. Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Alors là, vous risquez pas la camisole, vous. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de La Grande Évasion où j'ai des conversations sur des thèmes et des gens qui m'intéressent sur des sujets divers et variés comme entre autres business, argent et développement. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Wari Dakli, un personnage haut en couleur qui a notamment transformé le paysage de la planification de la retraite en France, juste ça. On verra pourquoi ça a du sens de parler de sa retraite, même dans un podcast sur l'entrepreneuriat et la liberté financière. Avec une carrière dynamique qui a fait le pont entre les marchés financiers internationaux et le conseil en gestion de patrimoine, Wari a finalement trouvé sa voie et sa vocation dans la démystification de la retraite. Il a consacré sa vie à aider les autres à naviguer dans les eaux souvent troubles des pensions, en optimisant les retraites et sécurisant l'avenir financier de ceux qui viennent le consulter. La Grande Évasion, c'est une newsletter d'une demi-page que j'envoie chaque vendredi pour partager les trucs les plus cools que j'ai trouvés, découverts ou commencé à expérimenter. Ça inclut souvent des articles, des livres, albums, gadgets qui me sont envoyés par mes amis et par des invités du podcast que je teste et que je vous partage. S'abonner à La Grande Évasion, c'est gratuit et ce le sera toujours. Lien en description de l'épisode. On en revient au thème du jour. Préparez-vous à être inspiré, éduqué et peut-être même un peu surpris car nous plongeons dans l'univers de Wari Dakli dans La Grande Évasion. Wari, bienvenue dans La Grande Évasion. Salut Naïm, merci de m'accueillir dans ta formidable émission. Vraiment un grand plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je voulais vraiment passer du temps avec toi et c'est un bon endroit. Là, je suis assis dans un canapé en cuir donc je pense pas que j'ai fait le mauvais choix. Les Chesterfield sont très très confortables, je le dis pour ceux qui suivent et qui viendront après moi, sachez que vous serez très très bien accueillis. Ah, c'est un peu le bureau juste à côté de la maison, un petit café. Et j'aime bien cette ambiance aussi, ça permet de se détendre. Où est-ce qu'on peut commencer? Commencer un peu par un classique, ton parcours, Oui. Qui tu es. Vas-y. Alors en quelques mots, d'abord je vais vous dire tout ce que j'aurais pu être. J'aurais pu être clown, funambule. Et en fait le hasard fait que après mes études d'économie, je suis rentré à l'agence Reuters où je me suis occupé de commercialisation de flux financiers. Donc pour les néophytes, quand vous avez regardé Wall Street et que vous avez vu tous ces écrans où il y a des chiffres qui défilent, des graphiques et des prises de position sur les marchés, voilà ce que nous commercialisions. J'ai fait ça pendant 19 ans et ensuite j'ai repris mes études, j'ai fait un MBA au Pont-et-Chaussée et un peu par un très grand hasard, comme seule la vie peut nous emménager, je me suis retrouvé en gestion de patrimoine. J'ai fait ça quelques temps et ensuite j'ai fait le choix de l'expertise très très pointue puisque j'ai restreint le spectre et que depuis 12 ans je ne m'occupe plus que de retraite. D'accord, les retraites. Alors on va y aller dans l'ordre. Ça c'est ce que tu fais maintenant. Oui. Mais alors parle-nous un peu de ton expérience sur les marchés financiers parce que je sais que tu en as une qui est assez solide vu la durée déjà. Et c'est un peu lié aussi à La Grande Évasion parce qu'on parle beaucoup d'investissement, etc. etc. Donc parle-nous de ça un petit peu. Il y aurait tellement de choses à dire. En fait, la première chose, c'est de ne pas y aller si on ne sait pas nager. Ouais. Et la deuxième chose, c'est quand on y va, ne jamais débrancher le bon sens. Ouais. Ça, c'est les deux règles de base. Ensuite, évidemment, l'appétit il vient en mangeant et la compétence, elle vient en forgeant. C'est-à-dire que plus je vais en faire et plus je vais apprendre des choses. Nous expérimentons une ère un peu particulière qui est l'ère de la complexité. Je pense que quelqu'un qui serait intéressé à la bourse dans les années 60, il aurait géré 3-4 paramètres et puis ça allait bien. Aujourd'hui, vous pouvez parler à des gens qui gèrent 100, 150 paramètres pour un seul instrument financier. Quand tu parles de paramètres, pour ceux qui sont un peu néophytes. Si on prend un instrument financier, je ne sais pas, l'action IBM par exemple, ou Apple qui est à la mode, on pourrait mesurer plein de choses. D'accord. L'évolution de son cours, l'épaisseur du spread, le carnet d'ordre, etc. etc. Sa résistance au stress par exemple. Donc il y a plein de choses. Mais je dis qu'au-delà de tous ces critères, qu'on maîtrise ou qu'on ne maîtrise pas, il y a un moment il faut avoir le bon sens. Il y a des règles en bourse. La première qu'on m'a apprise et que j'adore, c'est nul n'est jamais mort d'avoir pris ses bénéfices. Ça, c'est la première chose. Ça fait rire Naïm et je suis ravi parce que moi, ça m'avait fait pleurer de rire quand je l'ai entendu.
Non, mais c'est vrai qu'il y a une tendance, excuse-moi, je t'interromps. Oui, je t'en prie. C'est vrai qu'il y a une tendance aux émotions. Oui. On le voit aussi avec les cryptos, hein, Oui. par dérivation. Oui. Et c'est vrai que j'ai l'impression, hein, bon, moi ça me caractérise beaucoup, mais il y a une volonté de retourner un petit peu aux sources aujourd'hui et de simplifier l'investissement, Absolument. notamment via l'investissement sur les index funds, les ETF, etc. Qu'est-ce que toi tu préconises avec ton expérience aujourd'hui? Alors déjà, moi je dis toujours, si vous rencontrez quelqu'un qui vous préconise quelque chose, foutez-le dehors. Ça, c'est la première chose. Ouais. Donner du conseil, ça repose d'abord et essentiellement sur un audit. Si on prend 3 personnes différentes, elles n'auront pas le même profil, les mêmes besoins, le même horizon, les mêmes moyens et surtout peut-être les mêmes préoccupations. Ouais, Quelqu'un qui me dirait, moi je veux protéger mon épouse parce que je suis beaucoup plus âgé qu'elle, ou je veux préparer les études de mes enfants, ou je veux me préparer, je veux me construire un patrimoine immobilier, déjà on ne lui donne pas les mêmes conseils. Ouais, c'est 3 choses Je différentes, pense ouais. que on peut, en fait, c'est un peu l'idée, c'est de comprendre que la seule façon d'être bien conseillé, c'est d'avoir quelqu'un qui vous fasse un costume sur mesure. La plupart du temps, vous avez des gens qui ont du prêt-à-porter, donc ils ont un costume du 52 et ils ont inventé un concept fabuleux qui s'appelle la taille unique. C'est-à-dire qu'en gros, tu fais 1m80 et tu pèses 60 kg, ou tu mesures 1m60 et tu fais 160 kg, bah c'est une taille unique, le costume il t'ira. Ouais, il tira a fortiori, quoi. Et donc, ça, c'est là où je parle de bon sens, c'est déjà de dire pourquoi tu me préconises cela ? Qu'est-ce qui, dans ton conseil, justifie que j'aille plutôt vers cet instrument financier A versus B ? La deuxième chose, moi, une question que je posais toujours aux gens quand on me proposait quelque chose, c'était de dire est-ce que tu as mangé, toi, dans le restaurant que tu me préconises ? Tu vois, le truc que tu me dis de faire, là, t'y allais, toi, Ouais, ou voilà, t'y vas pas ? Ça, j'adore ce Bon. côté pragmatique, Voilà, on y le reviendra. côté pragmatique. Et Ouais. puis, méfiez-vous aussi des modes. Par exemple, récemment, on m'a demandé ce que je pensais des NFT. Et j'ai eu la prudence de dire que je ne savais pas ce que c'était, que je ne connaissais pas ces instruments-là. Et que donc, méfiance à partir du moment où on ne maîtrise pas. Et il y a eu la même chose très récemment avec tous les bitcoins, Ouais. où c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Alors après coup, on peut toujours se dire ah, mais j'aurais dû y aller. Ouais, bien sûr. Mais comment dire, les morgues, elles sont pleines de gens qui sont capables de vous expliquer l'arrivée du tiercé après le tiercé. Or, quand vous êtes en bourse, vous êtes comme tout le monde, vous êtes là avec votre ticket avant la course. Ouais. Et donc, c'est pas du tout la même posture. Méfiez-vous de ceux qui vous expliquent qu'il a plu une fois qu'il a plu. Ouais, voilà, l'histoire, c'est toujours facile de la raconter à la fin. Absolument. Et puis, aujourd'hui, je pense, moi, je fais faire un petit conseil à l'attention des plus jeunes, parce qu'il se trouve que j'ai des enfants et que certains de mes enfants me disent ah oui, mais là, ce qu'il faut faire, c'est des NFT. Ce qu'il faut faire, c'est que j'ai lu quelque part qu'on pouvait acheter un appartement sans jamais rien apporter et que bientôt je serai riche. Alors, quelques évidences, je vais enfoncer des portes ouvertes. La première, il n'y a pas de raccourci, parce que nous, on est la génération avant vous, on a cherché les raccourcis, ils n'existent pas. Ouais. Ça, c'est la première validé. chose. La deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, il y a un risque à prendre et il faut l'assumer. Et la troisième chose, c'est qu'on ne gagne pas à tous les coups. C'est-à-dire que tu vas tenter 7 choses en bourse et puis 5 fois ça va bien se passer, 2 fois ça va pas bien se passer. Et ben c'est la vie qui est ainsi faite. Ouais. Voilà. On plaît pas toujours aux gens à qui on voudrait plaire. Et ben de la même façon en bourse, des fois on y croit et ça marche pas. Et puis des fois ça marche. Et le dernier élément, c'est de pas penser qu'on est le plus mauvais parce qu'on s'est planté et de penser qu'on est le meilleur parce que ça a marché. Ouais. Parfois ça marche par hasard. Bien sûr. Il y a des idiots qui il y a 20 ans ont acheté Apple et aujourd'hui ils ont raison. Ouais, ils ont raison. Mais ça fait pas d'eux des spécialistes de la bourse. Ouais, bien sûr. Alors, grosse expérience sur les marchés financiers. Et là, pont et chaussée 2005, si je me trompe pas. Ouais, la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie, j'ai repris mes études à 40 ans et je suis allé sur les bancs de l'École nationale des ponts et chaussées où j'ai fait un MBA. On était 57 dans la promo, 17 nationalités. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'à 40 ans, après une expérience quand même solide dans une industrie qui est encore plus solide, Oui. qu'est-ce qui fait que tu fonces dans cette école-là ? Et Alors- qu'est-ce qu'elle fait cette école aussi ? Alors il y a deux choses. D'abord, j'ai repris mes études parce que j'ai jamais considéré que j'étais un homme fini. Du coup, je considère qu'on peut toujours apprendre et qu'il se trouve que j'adore apprendre. La Ok. deuxième chose, c'est que quand je suis allé, j'ai décidé de faire un billet, j'ai retenu 4 écoles. L'INSEAD, trop cher pour moi. Et ensuite, 4 écoles, HEC, ESSEC, ESCP et Pont et Chaussée.
Et puis il se trouve que je suis allé à un petit-déj organisé par HEC et chacun devait se présenter à son tour. Et on était 100, 10 personnes sur 10 tables. Et moi j'ai dû passer 93 ou 94e. Et je vous assure que c'est vrai, tous ceux qui ont pris la parole avant moi, ils étaient tous directeurs de quelque chose. Ouais. Et ils avaient tous fait du sport et ils avaient tous toujours gagné quand ils ont fait du sport. Ok. Et quand moi j'ai pris le micro, je leur ai dit écoutez, j'ai l'impression que je suis pas vraiment à ma place. J'ai l'impression que je ne suis pas vraiment à ma place parce que d'abord je ne suis pas directeur. Ok. Et la deuxième chose c'est que moi j'ai fait du sport et que j'ai pas toujours gagné. Et la troisième chose c'est que moi j'ai déjà eu mal aux dents. Parce que j'avais l'impression d'avoir face à moi des gens qui, voilà, ils sont passés dans la vie les caresse, ils n'ont jamais eu de vent contraire. Et ça ne ressemblait pas pour moi à la vraie vie. Ok. Et en fait, au Pont et Chaussée, j'ai trouvé l'école qui me convenait. D'abord parce qu'il y avait un mix entre des gens qui étaient dans la vie professionnelle comme moi et des ingénieurs qui étaient en année de césure. Et puis aussi, surtout, c'est qu'il y avait 17 nationalités et Ouais. que tout l'enseignement était dispensé en anglais. D'accord. Et donc, c'était passionnant justement d'avoir des profs, notamment anglo-saxons, qui ont un mindset totalement différent du nôtre. Ah ouais. Et que moi, je crois beaucoup à l'hybridation des cultures. Ouais, totalement. Totalement. Ça, c'est vrai que c'est un point qui est assez important à relever, même si on n'est pas forcément 100% pro-Occident, pro-américain, pro-ceci, pro-cela. C'est vrai qu'il y a un mindset anglo-saxon, il y a un mindset américain auquel je suis très attaché, surtout au niveau du business. Et je sais que tu l'as aussi un peu, même beaucoup. Et c'est vrai que ça change la donne. Même donc en France, avoir un enseignement comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors aujourd'hui, tu as un carnet d'adresses, notamment grâce à ça. Oui. Mais c'est sûr que ça t'a apporté des opportunités. Alors ça amène beaucoup d'opportunités, mais moi me concernant, la chose la plus importante, j'aime bien l'idée qu'on puisse élargir son cerveau. C'est-à-dire, il y a des gens qui vivent dans un monde étroit, ils passent toute leur vie avec 700 mots de vocabulaire, Ouais. et avec le même chemin pour aller travailler, avec le même café à 8h35, etc. Et puis il y a des gens qui repoussent un peu les murs, et moi j'ai eu la volonté de faire ça, de me confronter à d'autres réalités professionnelles, de Ouais. rencontrer des gens complètement différents, parfois dérangeants, des gens qui pensaient pas comme moi, parce que ce qui nous guette, c'est la consanguinité de la pensée. C'est vrai, C'est-à-dire qu'on a- entièrement d'accord. On a Voilà. tendance à côtoyer des gens qui nous confortent dans ce que nous pensons. Or, ceux qui nous font avancer, la plupart du temps, c'est des gens qui, parfois même, pensent rigoureusement l'inverse. Ouais. Voilà. Et qui nous explique pourquoi, Voilà. dans des termes non émotionnels et calmes surtout. Voilà, Ça absolument. manque aujourd'hui. Hein. Et par contre, avoir juste, et je crois que me concernant, c'est ma principale richesse, c'est d'accepter fondamentalement que j'ai pas raison. Ouais. Et Voilà, on connaît fondamentalement. pas tout, quoi. Et que je suis déjà un buvard qui peut s'imprégner d'une autre langue, d'une De autre plusieurs logique, choses, d'une autre ouais. pensée. Je n'achète pas tout, je prends pas tout. Moi, mon adhésion, elle est toujours passée par ma compréhension. Alors ta compréhension, ça m'amène à une question un petit peu retour vers le passé. Où est-ce que tu as grandi, Wary ? Alors moi, c'est assez particulier parce que je suis né à Paris 20e. Ouais. Et dès que je suis né, mes parents sont partis dans une petite ville de la banlieue parisienne qui est à 7 km à l'est de Paris, qui s'appelle Villemomble. Et j'ai toujours vécu à Villemomble. Voilà, je suis un pur Villemomblois et un pur titi parisien. Ok. Voilà. Et quel souvenir d'enfance tu pourrais me rapporter qui t'a mis sur la trajectoire de l'homme que tu es devenu aujourd'hui ? Alors, le plus beau souvenir que j'ai, c'est j'ai 9 ans et je sors de l'école Saint-Exupéry et il y a 200 mètres entre l'école et notre maison. Et à mi-chemin, il y a une dame, Madame Cuny, qui se tient sur le pas de sa porte et il y a un flux de 200 enfants qui rentrent chez eux, dont je fais partie, Ouais. et elle m'arrête, moi. Ok. Elle me dit, toi, viens là. Et moi, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait ? Je sais pas, j'ai peut-être loupé un truc. Et elle me dit, t'aimes lire ? Bah, je dis, ouais. Elle me dit, tu lis beaucoup ? Bah, non, j'ai pas trop de bouquins. Bon, bah, à partir d'aujourd'hui, tu t'arrêtes tous les mercredis là, et tous Wow. les enfants que j'achète pour mes enfants, je te les donnerai. Waouh. Et cette femme-là, paix à son âme, je sais pas où elle s'appelle Madame Cuny, je pense qu'elle est décédée maintenant, pense à elle. malheureusement. Mais en tout cas, cette femme a changé ma vie, parce que d'abord, elle m'a laissé à penser que j'étais aimable au sens où je pouvais être aimé, et puis elle m'a permis justement d'aller chercher ces autres meilleurs ailleurs, c'est de la pensée, de l'histoire, de la géographie, de l'économie, de la bande dessinée, peu importe. Mais en tout cas, de lire et d'échapper à un cloisonnement moral et intellectuel. Une fatalité aussi Absolument. facile un peu. Cette histoire elle est super belle, elle me fait penser, je rebondis un peu à une phrase que j'aime beaucoup, c'est ce que tu cherches te cherche aussi. Ouais. Est-ce que tu penses qu'elle t'a vu aussi ? Elle t'a choisi ? Elle t'a senti ? Elle t'a... Alors, dans certaines spiritualités, on dit que quand l'élève est prêt, le maître se présente. aussi, ouais.
Donc, certainement qu'elle a vu d'une certaine façon que j'étais présent et réceptif, mais j'ai beaucoup d'humilité par rapport à ça. Le fait est que là, ça a été un bon speed dating. Elle m'a trouvé, je l'ai trouvé, on a développé une relation symbiotique. Je pense qu'elle était très contente d'aider un gamin comme moi, et moi, je suis très content qu'elle m'ait aidé. Donc, chacun y a trouvé son compte. Magnifique, très belle histoire. Donc on revient à Pont et Chaussée, Oui. Tu obtiens ton MBA, Oui. et qu'est-ce qui se passe après? Après, par le plus grand des hasards, il faudra qu'on fasse une émission là-dessus, mais je rencontre une femme qui me dit je fais de la gestion de patrimoine. Et elle me demande ce qu'est. Je lui dis, mais je ne connais pas du tout ce métier. Elle me dit, à ton avis, qu'est-ce que ça peut être? Et je lui explique pendant 5 minutes ce que je crois que la gestion de patrimoine est. Ok. Et elle me dit, ben, viens lundi, mon patron il recrute, il a besoin de gens comme toi. Comme ça, on est en Comme quelle ça. année là? Là, on est exactement en 2011. 2011, ok, d'accord. Alors vas-y, Voilà. tu pousses la porte de cette boîte-là. Voilà, de ce cabinet. Et j'apprends au pas de charge la gestion de patrimoine. Et je trouve ça fabuleux parce que je découvre un monde, là encore, qui est un peu dans le prolongement quand même de certains réflexes qu'on a sur les marchés financiers. Moi, c'est ce que j'allais dire. Ouais, je pense. Par exemple, de comprendre le profil de la personne qui est face à nous, de comprendre quels sont ses moyens, ses objectifs, ses préoccupations, ses peurs, ses réticences. Et justement, cet audit personnalisé qu'on produisait, moi je le trouvais d'abord extrêmement utile, et c'est passionnant de rencontrer des gens. Ce qui était fabuleux dans ce métier, c'était de rencontrer le dentiste, le médecin, le chirurgien pour les professions médicales, mais aussi l'avocat, le chef d'entreprise, le commerçant, l'artisan, le cadre supérieur, l'expatrié. Et donc tous ces gens-là avaient évidemment des problématiques et des attentes complètement différentes. Et je dis toujours que dans ce métier-là, il n'y a aucun jour qui ressemble à un autre. Ouais, c'est ça aussi qui t'a Oui. attiré dans cette histoire-là. Oui, ça nourrit beaucoup, absolument. Et alors, tu vas me donner ton point de vue puisque tu as été vraiment confronté à ça directement. J'ai l'impression, moi, personnellement, plus je m'intéresse au monde de la finance, au monde de l'économie, etc., que moi, je viens de la classe moyenne. Donc, j'ai toujours vu que, j'ai toujours pensé que les gens qui gagnaient beaucoup d'argent étaient éduqués financièrement. Est-ce que toi, tu as pu constater que c'était ça le cas ou alors pas du tout? Parce que Alors, plus j'avance, plus je vois que c'est le contraire. En fait. Oui, mais moi je nuancerais. En fait, je parlerais plutôt de gens qui ont toujours eu de l'argent et des gens qui viennent d'avoir de l'argent. Ouais. Donc, quand vous êtes un héritier culturel au sens où vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents ont toujours eu des pratiques, des réflexes, des attitudes de prise de risque, d'investissement, de suivi de cet investissement, eh ben vous allez l'acquérir par capillarité. En ne rien faisant, vous allez entendre vos parents parler, par exemple, des 3 apparts qu'ils ont et du rendement que cet appartement a et de la nécessité de l'entretenir, de bien choisir son locataire, de chérir son locataire, etc. Si vous ne l'avez pas de façon native, eh ben il va falloir que vous le fabriquiez. Ouais. Et là, il s'agit d'avoir les bons réflexes. Qui sont, si tu Ben peux là les décrire. encore, par exemple, j'ai un ami qui, et c'est une histoire vraie, ça va vous faire mourir de rire, qui achète dans le cadre d'un dispositif défiscalisant un studio à Bruges. Et lui, il est persuadé que Bruges, c'est le Bruges en Belgique. Des chocolats, ouais. D'accord. Et en fait, c'est à Bruges, dans le 33 en Gironde. Ok. Voilà. Et en fait, vous allez me dire que c'est pas possible. Bah si, parce qu'en fait, il n'est jamais allé voir le bien qu'il avait acheté. Et que même rétrospectivement, la personne qui le lui a proposé a fait en sorte qu'il n'y aille jamais en lui disant « Je m'occupe de tout. Vous, la seule chose qui vous intéresse, c'est la partie défiscalisante et puis le rendement que vous aurez et puis la façon de sortir de ce dispositif. Wow. » Alors, ça fait bondir certains, mais d'autres pourraient aujourd'hui toujours et encore acheter un bien sans ne l'avoir jamais vu. Oui, ça se fait beaucoup. Ouais, C'est beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros, on vous dit bah, vous achetez un lot, mais en fait, vous achetez pas un lot, vous achetez un ticket de loterie. Ouais, c'est un ticket. Et à la loterie, on gagne pas toujours. Ah ouais, tu penses que c'est aussi risqué que ça? Donc par exemple pour l'immobilier, tu dirais d'aller pour sur place. l'immobilier, déjà, on va se dire les choses clairement. Quand vous achetez un bien défiscalisé, le but c'est de défiscaliser justement. Et la défiscalisation, c'est une certaine part de vos impôts que vous ne paierez pas. Donc imaginons que ça représente par exemple 5 000 € d'impôts que vous ne payez pas sur 9 ans, sur 10 ans, sur 12 ans. Prenons 10 ans pour la simplicité de l'exemple, c'est 50 000 € que vous aurez économisé au bout des 10 ans. Okay. Eh bien ce qui va se passer, c'est qu'en fait le prix que vous allez payer sur le bien, ça sera le prix du bien plus une partie de ces 50 000. Ouais. Donc le bien il vaut peut-être 180 000 € et vous allez le payer 240. Wow. Et il y a un autre pari aussi, c'est que ce qu'on vous vend, c'est que vous allez certainement voir
l'appartement dont vous avez fait l'acquisition se valoriser dans le temps. Donc, ce que vous payez 180 000 ou 200 000 euros aujourd'hui est censé valoir 250, 270, 300 dans 10 ans. Bah, ça relève du pari pascalien. Carrément. Bah, vous n'en savez rien. Oui, non, mais bon, on dit toujours que l'immobilier c'est la pierre, c'est l'immobilier ça augmentera toujours, etc. C'est un peu les vérités qu'on entend partout. Alors, c'est justement ça. Moi, je vais vous dire, ça dépend à quel moment vous rentrez dans le cycle. Ouais. Si vous rentrez dans les années 90, au moment où l'immobilier est le plus cher, et qu'à ce moment-là, l'immobilier chute un peu parce que les taux remontent très très vite, eh bien donc vous allez payer quelque chose très très cher, et il n'est pas sûr que 10 ans plus cher, vous gagnez beaucoup d'argent. D'accord. A l'inverse, si vous achetez la rumeur et que vous revendez la nouvelle, c'est-à-dire que vous rentrez au bon moment dans le cycle, et que derrière vous avez non pas les 30 mais les 10 glorieuses, bien donc là vous allez avoir un effet spéculatif à la hausse qui sera en votre faveur. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours une part de choses qu'on ne maîtrise pas. Voilà, je préfère quelqu'un qui me dit je maîtrise pas tout mais j'y vais parce que dans 70% des cas, voilà, les gens ont un gain de 10, 20, 30%, plutôt que quelqu'un qui me dit je suis sûr de doubler ma mise. Ouais, non. Voilà, donc y aller doucement, savoir pourquoi on le fait. Moi j'aime bien une idée, par exemple, c'est quand on achète de l'immobilier, la certitude qu'on a, c'est que quoi qu'il nous arrive demain, on aura un toit sur la tête. Bon, ça c'est vrai. Donc ça c'est inattaquable. Ouais. Ça a une valeur. Ok. Mais être persuadé que ce bien va s'envoler, moi je sais pas, à Paris actuellement les prix sont en train de redescendre, pas parce qu'il n'y a pas de demande, il y a une demande énorme, mais aujourd'hui vous avez un dossier sur d'autres crédits qui est refusé par la banque, et donc là vous avez un marché assez particulier. Vous avez une demande très forte, des prix très élevés, et la moitié des gens qui ne peuvent pas acheter. Ouais, l'accès au crédit qui est pas une nouveauté malheureusement. Avec le fameux taux d'usure qui fait que la banque aujourd'hui elle n'a pas envie de vous prêter parce que en gros elle va beaucoup travailler, elle estime qu'elle ne gagne pas assez pour le travail qu'elle va produire. Incroyable. Voilà. C'est lunaire quand même quand on voit la place qu'a pris les banques qui sont à la base. Le système bancaire est toujours là pour faciliter le commerce, pour faciliter mettre de l'huile dans les échanges. rouages. Voilà, exactement. Et, alors, est-ce que tu penses que les banques ont perdu un peu cet état-là maintenant ? Non, moi je connais pas mal de banquiers, ils veulent tous faire des affaires, mais le banquier, vous savez, il y a une phrase de Pierre Perret que j'aime beaucoup, c'est quand vous verrez ce que votre banquier a dans la culotte que vous comprendrez qu'il n'en veut qu'à votre argent. Ouais. Le banquier, il est là pour produire de la performance, et lui, par contre, il doit la produire de façon certaine. Donc, par exemple, à chaque fois qu'un banquier s'engage à vos côtés, il y a la fameuse technique du three-way out. Ouais. Lui, il faut qu'il ait 3 manières différentes de récupérer ce qu'il vous a confié. Alors, vas-y, explique-nous parce que je la connais pas, cette règle. C'est un truc que j'ai jamais entendu et j'aimerais bien en savoir plus et je suis sûr que ceux qui nous écoutent dans aussi. Un investissement classique, ce que va faire le banquier, il va vous demander une hypothèque de premier rang. Ouais. Parfois, il va vous demander de nantir. Alors, tout ça, le nantissement, c'est le fait que vous allez bloquer quelque chose que le banquier pourra préempter si vous ne remboursez pas comme vous vous êtes engagé à le faire. Okay. Donc, toutes ces techniques. Ensuite, vous avez les garanties qu'on peut vous demander, par exemple sous forme d'apport, etc. Ouais, les apports, quand tu te portes garant, quand tu fais tous ces trucs-là. Par exemple, dans certains cas, on va vous demander d'avoir ce qu'on appelle du love money, c'est-à-dire de l'argent qui va vous être amené par vos proches. Parce qu'on estime que ce que vous demandez en matière de prêt est trop, et que les garanties que vous présentez ne sont pas suffisantes, que vous représentez un risque. Donc en gros, j'ai besoin de 100 000, eh bien le banquier va me dire il faut que tu me ramènes 20 ou 30 000. Ouais. Voilà. D'ailleurs, il y a une mesure de ça qu'on appelle la WACC, la Weighted Average Cost of Capital. C'est une façon de calculer combien votre investissement vous a coûté. Souvent, les gens vous disent ah oui, j'ai emprunté 100 000 à 3%. Oui, mais les 20% que ton associé il t'a prêté, lui, il t'a dit il faut que tu me donnes 25%. D'accord, ouais. Donc, on fait une moyenne du coût de chaque partie qui est prêtée et on obtient cette fameuse WACC. C'est le WACC, c'est ça ? WACC du coup. Absolument. Weighted Average of Cost of Capital. Ok, je regarderai ça. Voilà. Ok, donc tu deviens quasiment un expert, tu vas faire le modeste, mais je pense que c'est ça, en gestion de patrimoine. J'ai une question sur ça. Oui. Un petit peu le leitmotiv entre autres de la grande évasion, c'est s'émanciper des gestionnaires de patrimoine et de leurs pourcentages qui sont démesurés pour prendre le pilotage soi-même de sa vie financière. Oui.
aujourd'hui, les gens réalisent à quel point certains gestionnaires de patrimoine, pas tous, se gavent, on va pas dire un autre mot, avec des frais qui ont l'air petits en pourcentage, mais qui sur 20 ans te coûtent généralement 20 à 25% de ton investissement ou de ta plus-value. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ça a changé? Bon, Internet, bien sûr, a une grosse réponse. Mais selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire aujourd'hui? Alors déjà, moi, Naïm, j'ai pas tout à fait le même regard que toi. Okay. Moi, j'aime bien la notion d'implication de gestion. C'est-à-dire, en gros, Naïm, il y a deux cas. C'est est-ce que toi, tu veux me déléguer totalement la gestion de ton capital? Et là, donc, je fais un vrai boulot, puisque je vais gérer ta fortune. Ouais. Et que c'est un travail. C'est un travail, mais alors j'ai une petite objection, je te laisse finir après. Oui. Je parle pas de tous, bien sûr, mais on est quand même d'accord sur ça. Les gestionnaires de patrimoine, donc les gestionnaires de fonds actifs, donc qui travaillent, comme tu viens de le dire, ne battent généralement jamais le marché. Le marché qui est donc l'indice du marché CAC 40, SP500, alors, etc. C'est justement là où je voulais en venir. La vraie question pour moi, c'est est-ce que tu as face à toi quelqu'un qui t'apporte du conseil? Est-ce que tu as quelqu'un qui va peut-être se remettre en cause régulièrement et qui chaque année va te dire écoute, l'an dernier on a fait ci, mais actuellement il y a peut-être une autre classe d'actifs qui est un peu plus performante et est-ce que ça t'intéresse d'y aller? Autrement dit, il va t'apporter de la formation, il va être proactif, il va t'aider pour tes impôts, ça va devenir un partenaire financier qui, ok, il va pas toujours battre le marché. Mais par exemple, moi il y a une mesure que j'aimais bien, c'est si le marché il dégringole de 20% et que toi tu ne perds que 5%, c'est aussi peut-être parce que ton gestionnaire de patrimoine, à un moment donné, il a accepté de ne pas prendre 22% là où le marché en faisait 20%. Mais par contre, il a pris des instruments qui, justement, ne t'exposaient pas en cas de... Moi, il y a un exemple que je donne toujours. Si on pouvait aujourd'hui avoir une machine qui nous permette de retourner dans le passé et qu'on revenait à 2018, combien de personnes pouvaient imaginer que l'économie mondiale serait bloquée pendant 2 ans? Qui? Personne. Donc voilà. Du coup... c'est important aussi de mesurer la résistance de ton portefeuille à des événements qu'on ne peut absolument pas prévoir. Et moi, je pense que dans les événements qu'on ne peut pas prévoir, c'est l'évolution du temps de cette planète. C'est-à-dire les fameux 3-4 degrés qu'on est en train de prendre et les conséquences que ça va avoir. Ça va avoir une incidence sur l'économie. Tu parles sur le temps de nos vies à nous, ou alors tu parles vraiment plusieurs générations? Déjà, je pense que nous, on connaîtra des impacts et on les connaît déjà, mais pour nos enfants, ça sera bien pire. Voilà. Est-ce que tu connais le portefeuille All Weather de Ray Dalio? Ça te parle ou pas? Non, du tout. Je pense que ça va te revenir quand je vais te le dire. C'est une façon de... Donc Ray Dalio, économiste quand même connu, qui préconise un portefeuille qui peut résister à tout généralement l'inflation, à tout la récession, etc. Donc il y a genre 25% en or, 25% en cash, 25% en commodities et 25% en obligations actions. Alors là, on tombe sur une idée de base quand on veut entrer en bourse, c'est déjà de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc de diversifier ses investissements. Souvent, là, notamment dans la génération de nos enfants, ils ont une appétence naturelle pour la techno. Et pour le risque. Et donc, ils vont aller là-dessus. Alors, évidemment que c'est intéressant parce que si on est derrière Apple, si on est derrière Tesla, ça va bien, mais il faut savoir que LVMH est extrêmement performant aussi. Et pourtant, ce n'est pas du tout le même secteur. Si je mets tous mes œufs dans le secteur de la techno et que demain, pour une raison X, il y a un problème spécifique qui fait qu'on va être défiant à l'égard de la technologie, eh bien, je risque de perdre une part significative. Par contre, si j'ai fait des arbitrages intelligents où j'ai, par exemple, pas plus de 10% dans chaque poche d'actifs, en général, ce qu'on constate, c'est que quand les matières premières montent, ça va parfois faire baisser les actions. Et quand les actions vont baisser, les obligations vont remonter. Donc, si je suis présent dans toutes les classes d'actifs, ce que je perds d'une main, je peux le regagner de l'autre. Et donc, j'ai une exposition au risque moins élevée. Donc du coup, pour en revenir aux gestionnaires de patrimoine, moi je suis contre ceux qui ont des rentes de situation et qui gagnent beaucoup d'argent en ne faisant rien. Par contre, j'ai tout le respect pour des gens qui travaillent authentiquement, qui suivent leurs clients, qui les conseillent. Vous savez, dans la vie d'un client, il y a plein d'événements qui font que même les préoccupations d'hier de ce même client ont totalement changé. J'ai plus d'enfants à la maison. Tout change. J'ai payé toutes les études de mes enfants, ils vivent à l'étranger, etc.
c'est déjà plus une préoccupation. Ouais. Ça l'était pendant les 10 dernières années, mais ça ne l'est plus. D'accord. Un cas qu'on rencontre souvent, monsieur a 15 ans de plus que madame. Mhm. La plupart du temps, quand vous avez cette représentation-là, ce qui se passe, c'est que souvent, 90% des revenus de ce ménage-là, c'est monsieur qui les génère. Mhm. Bon, la prospective fait qu'il y a 99% de chances pour que monsieur décède avant madame, Bien sûr. d'accord ? Surtout que l'espérance des vies des femmes est plus longue, 88 ans pour une femme, 82 ans pour un Mhm. homme. Eh bien, c'est peut-être un peu pertinent pour monsieur d'anticiper sa disparition avant celle de son épouse, encore une fois, dans l'ordre naturel des choses, Mhm. et puis de faire en sorte qu'elle soit couverte, et que s'il y a par exemple encore beaucoup de prêts immobiliers qui sont en cours, d'avoir des garanties face à cela pour pas que madame soit obligée de se débarrasser d'un pan significatif de ce patrimoine. Ok, d'accord. Voilà, donc il y a des problématiques de protection, d'anticipation, Mhm. et moi je crois, j'ai vu des gestionnaires de patrimoine qui étaient des gens très très pointus, précis, qui connaissaient chacun de leurs clients, qui connaissaient même le nom du chien, qui prenaient des nouvelles, qui envoyaient des cartes pour les anniversaires, Ouais. et qui savaient que par exemple quand le petit dernier avait fini ses études, et d'autres qui vous traitent comme un numéro de sécu. Bon, Ouais. évidemment, c'est à vous de choisir le bon partenaire. Mais moi, je crois à la qualité du travail. Et puis après, il y a aussi la notion de ce que j'appelais moi le trompe-l'œil. C'est que votre client, quand il perd 5%, il vous appelle tous les jours. Ouais. Mais quand il gagne 10%, il vous appelle jamais. Tout va bien, ouais, bien sûr. Voilà. Les biais Et de donc, survivance. moi, je présentais toujours une synthèse sous forme de moyenne. C'est OK, peut-être sur les 6 derniers mois, tu as perdu 4%, mais ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Et sur les 12 ans, tu as multiplié par 2. Ouais. Donc, OK, oui, tu as raison. Là, on a perdu 4%. Par contre, le marché, il a perdu 10%. Ouais, voilà. Donc, toujours voir tout dans une perspective de. Voilà. Voilà. Et puis, surtout, au-delà de tout, c'est pas le gestionnaire de patrimoine qui fait la loi. Ce que je crois, c'est que c'est à vous de décider ce qui est bon pour vous. Ouais, faut savoir ce qu'on veut aussi. Voilà, C'est donc important. si vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est pas à votre gestionnaire de patrimoine de le savoir. Mais par contre, si vous avez un objectif de dire je veux avoir 200 000 euros dans 10 ans de côté pour pouvoir aider mon enfant dans sa première acquisition, quand vous les avez, vous les avez. Ah, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est important. J'ai l'impression que plus l'objectif est spécifique, plus c'est facile de s'orienter. Évidemment. Ouais. Évidemment, si vous tirez une flèche, d'abord quand moi j'ai commencé à jouer au golf, et au début, le but quand vous commencez au golf, c'est juste d'arriver à taper la balle. Ouais. Et il y a un moment où vous y arrivez. Quand on loupe la balle, ça s'appelle un airshot. Donc au début, il y a beaucoup d'airshots. Et par exemple, 80 des coups, c'est des airshots. Puis un jour, c'est plus que 30%. Puis un jour, c'est 10%. Puis à un moment, vous passez où il n'y a quasiment plus d'airshots. Ouais. Et là, moi, je pensais que ça y est, je savais jouer au golf. Ouais. Et donc, je disais à mes potes, regarde, t'as vu, elle part la balle. Et il y en a un qui m'a dit un truc de fou. Il m'a dit, mais tu vises quoi? Ah, parce qu'en plus, il faut viser. C'est là où le vrai travail commence. Et Enfin, voilà. un autre travail commence. Exactement. Ouais, je Donc, vois. par contre, c'est beaucoup plus facile d'accompagner quelqu'un qui sait exactement où il veut aller. À l'inverse, t'imagines que t'es taxi et quelqu'un monte dans ton taxi et il Ah te oui. dit roule. Bon, ok, Tu mais peux on rouler. va où? Ouais, ça va Par te coûter contre, cher. si je suis à la Bibliothèque de France et que tu me dis emmène-moi aux Champs-Élysées, je sais t'emmener. Ouais, c'est un véhicule quoi. Alors juste avant de continuer sur ton parcours et ta carrière, juste une petite question pour clôturer un petit peu le monde de la gestion de patrimoine. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'investissement, gérer son patrimoine même un petit? C'est quoi les bons réflexes à avoir ou les bonnes questions à se poser? Alors moi, j'aime bien l'idée déjà de rentrer régulièrement sur le marché. Ouais, C'est-à-dire, DCA, voilà, c'est bien ça. quelqu'un qui vient par exemple mettre peu importe 100, 200 euros tous les mois et qui rentre régulièrement sur le marché, sur les mêmes instruments ou sur différents instruments. Le fait d'être sur le même instrument, ça présente un avantage, c'est qu'on va moyenner à la hausse ou à la baisse, Ouais. et que donc ça fait que le coût moyen va être pondéré. Ça, c'est la D'accord. première chose. Donc ça c'est un peu le dollar cost average DCA pour ceux qui connaissent Absolument. pas. Donc Ensuite, la même somme chaque mois, etc. Ensuite, souvent on cherche l'amour très très loin alors qu'on l'a sous les yeux, et de la même façon en matière de bourse, ce qui est bien, c'est d'aller sur peut-être un secteur que vous aimez bien ou qui vous passionne ou pour lequel vous avez des compétences, Ouais. où là quand même ça permet de décrypter. On peut faire aussi de l'analyse technique. Ouais, Par pour exemple, le je peux trading. dire je suis informaticien, j'aime bien l'informatique et je comprends l'avantage compétitif de HP par rapport à tel autre compétiteur. Mhm. Et là, ça donne un avantage. Il y avait une société, par exemple, qui vient d'être achetée par Dell, qui était le plus gros acteur mondial du stockage informatique, qui s'appelle EMC2.
EMC2. Bon, ok. il y a peu de gens qui, dans le grand public, connaissent EMC2 et c'est pourtant le leader mondial. D'accord. Donc ouais. il a face à lui des mastodontes comme Huawei maintenant, Mhm. comme Hitachi, etc. Et il tient. Voilà. Et maintenant, ils ont été rachetés par Dell, donc ça fait entièrement partie de Dell. Mais c'est juste pour dire, vous, de votre perchoir, vous ne connaissez pas tous les marchés, mais vous pouvez en connaître certains, du fait de votre appétence, du fait de votre métier. Déjà, je sais pas, quand je me balade dans un quartier, je suis plus à l'aise dans mon quartier parce que j'y passe tous les jours, versus un quartier lointain. Alors d'abord, je vais essayer de maîtriser mon quartier. Ouais. Ensuite, il y a aussi des gens qui sont des risques-tout. Et je me souviens d'un gars que je connaissais sur les marchés qui adorait par exemple les junk bonds indiennes. Ouais. Avant Donc 2008, lui- ça passait ça. Voilà. Et lui, il adorait ça. Mais il adorait ça. Il Alors, est-ce que kiffait. tu peux expliquer rapidement ce que c'est qu'un junk bond? Pareil. C'est une obligation, on appelait ça une obligation pourrie parce Pourrie, qu'elle ouais. elle présentait un risque très très élevé. de non-paiement. Par contre, parfois ça payait du 22%. Voilà. Donc Énorme. lui, il aimait bien cette notion de parfois ça paye du 22%. Ouais. C'est une question de profil. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la bourse, pour le coup, n'est pas un casino. Ouais. D'accord. Non, c'est- Donc, ouais. plus vous allez avoir de réflexion, plus vous allez avoir de distance par rapport à ce que vous faites, et surtout, moins vous aurez d'affect. Si vous avez ces trois conditions-là, vous avez quand même une potentialité à générer de la performance qui est beaucoup plus élevée que la moyenne des gens. Ouais. Et puis après, il y a un dernier point, c'est le moment auquel vous rentrez sur le marché. Ouais. D'accord. Par exemple, aujourd'hui, il y a plein de gens qui se précipitent pour entre guillemets, surpayer Hermès, LVMH, Tesla, Apple. Mhm. Bon, alors là aussi, est-ce que ça va continuer à monter? Est-ce que ça montera toujours sur les mêmes rythmes? Ou est-ce qu'à un moment donné, cette courbe, elle va tendre vers la maturité et fléchir un peu? Bah, c'est la question à $1 million, ça, Et malheureusement. voilà. Donc, si quelqu'un sait répondre à cette question, fuyez. Ouais. Fuyez et retournez aux fondamentaux. J'ai envie de dire quelque chose qu'on m'avait déjà conseillé. Quelque chose qui n'est pas excitant, qui n'a pas l'air sexy. Oui. Et où tout le monde est très calme dans la pièce. C'est souvent le long terme qui... Warren Buffett, Voilà. etc. Voilà. quoi. Alors ça aussi, deuxième notion, là on n'est plus sur l'instrument, on est sur l'horizon de temps. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui disent ouais, moi je gagne jamais. Ouais, mais gars, tu montes sur un instrument, au bout de 2 mois, tu t'es pas content, donc tu en changes, etc. Tu fais des allers-retours. La bonne distance, c'est aussi parfois d'avoir certains instruments qu'on peut garder 10 ans, 15 ans, 20 ans. Sur certains instruments financiers, en 10 ans, on a récupéré plus de dividendes que la valeur faciale de l'action. Donc, par exemple, on peut s'intéresser à des sociétés qui servent beaucoup de dividendes. Ouais, ça, alors, la première qui me vient en tête, c'est Total. Il y en a plein d'autres, évidemment. Mais c'est une autre perspective. Du coup, là, je ne cherche pas nécessairement une valorisation de mon stock. Ce que je vais acheter là, c'est les flux futurs. Alors j'ai une petite question, toi tu vas sûrement pouvoir y répondre. J'entends tout et n'importe quoi sur les dividendes. Il y en a qui disent que c'est pas des bénéfices, que c'est pas de la plus-value, c'est pas un revenu passif. Alors comment tu définis les dividendes concrètement? Si jamais j'ai 100 000 euros à investir et que je les investis sur des actions à dividendes, notamment Ouais. Total, Oui. donc qui vont nous reverser des dividendes, comment tu vois ça? Acheter, c'est vraiment un achat de revenus passifs, ou alors c'est un investissement que tu peux remettre? C'est quoi ta vision des choses sur ça? Alors déjà, moi, il y avait une idée que j'aimais beaucoup, c'est que si tu prends une bouteille de vin du meilleur Bordeaux Ouais. et que tu retires l'étiquette et que tu mets une étiquette Bourgogne, à la seconde, ça devient du Bourgogne. Ouais. D'accord. Ça, c'est la première chose. À part si tu l'ouvres. Oui. Mais donc, Mais bon, ouais, pour voilà. le grand public, ça devient du Bourgogne. Ouais. En fait, on s'en fout. Ok. Parce que, quelle que soit l'étiquette qu'il y a sur ta bouteille, si tu l'ouvres et que tu bois ce vin et qu'il te génère une émotion, tu as passé un bon moment. Ouais. Donc, moi, j'aime bien dire, je crois totalement à la RSE en préalable à ce que je vais dire. À la RSE? Oui, à Qu'est-ce une que approche responsable de Ah nos oui. investissements. D'accord. On s'en fout d'où l'argent vient. Mais non, mais c'est vrai, une action qui te rapporterait 10% de dividendes chaque année, ben c'est dividendes, c'est 10% de dividendes. Ouais. D'accord. Alors après, on peut moraliser. Moi, par exemple, je n'irai pas investir chez un cigarettier ou chez un marchand d'armes. Ça ne regarde que moi. Mais en gros, que ça soit Pierre-Paul Jacques qui te donne 10% chaque année, bah, tu as 10% chaque année. Donc moi, la qualification du flux, je m'en fiche un peu. Donc c'est quand même, toi, tu considères ça comme un revenu?
Pour moi, c'est du revenu On est et d'accord. c'est pleinement du revenu. Qui est imposable fiscalement, etc. Mais Oui. après, c'est du pur revenu. Pour moi, c'est du pur revenu. Tu achètes donc un revenu quand tu achètes des actions à dividendes. Alors oui, mais avec une subtilité supplémentaire, c'est que la particularité d'une action, c'est que vous avez deux termes de l'équation. Vous avez les dividendes qui vont vous être servis année après année, mais vous avez aussi la valeur nominale de l'action. Et il se trouve que cette valeur qu'on appelle le stock, donc par opposition au flux, le stock il peut aussi se valoriser. Je suis rentré dans le marché, je l'ai acheté 108. Bien sûr. J'ai pris pendant 10 ans des dividendes de 9. Et puis donc la somme de mes dividendes c'est 90. Et puis maintenant au bout de 10 ans elle vaut peut-être 304. Ouais, donc c'est gagner des deux côtés, un peu comme un appartement que tu achèterais qui augmente. Et derrière tu chopes des loyers Exactement. dessus. Donc n'oubliez pas que quand vous êtes propriétaire d'une action, vous êtes propriétaire des deux éléments de la valeur de cette action, à savoir sa valeur nominale et les flux futurs. Et les flux futurs, ok. D'ailleurs, je vais juste compléter, Naïm, un Vas-y, truc pour toi, pour ton public. Moi, il y avait une notion qui a changé ma vie. C'est qu'on me demandait d'apprécier des boîtes. Ouais. Et j'avais tout faux. Je disais, moi, j'irais sur la A et pas sur la C et peut-être un peu sur la A. Et on m'a démontré de façon très intéressante que la A était la plus intéressante parce qu'il y avait une nouvelle approche que moi j'adore qui s'appelle la prédictibilité des flux financiers futurs. C'est-à-dire qu'en gros, si on revenait en 1900, tu avais un leader mondial de la fabrique de fouets de diligence. Ouais. Bon, ce gars-là, pendant les 70 dernières années, il a généré des dividendes fabuleux parce que tout le monde avait besoin de sa diligence et donc d'un fouet pour sa diligence. Il se trouve qu'en 1900, ça a été l'avènement de l'automobile et que graduellement, il y a eu de moins en moins de diligence et de plus en plus d'automobiles, donc plus besoin de fouet de diligence. Et donc, si vous prenez une torche qui éclaire le passé, vous allez aller sur cet instrument-là. Bien sûr. Par contre, si vous faites une analyse technique, vous pouvez dire, par exemple, c'est plus la peine de rentrer sur cette action-là, puisque de toute façon, le potentiel de ce qu'elle pouvait prédire, qu'elle pouvait produire, est foutu. À l'inverse, aujourd'hui, s'intéresser par exemple aux moteurs de voitures électriques par opposition aux moteurs thermiques, on peut se dire, comme ça, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Par contre, on peut imaginer qu'on aura de moins en moins de moteurs thermiques et qu'on aura plus en plus de moteurs, soit hybrides, soit électriques, soit peut-être une technologie à l'hydrogène sur laquelle Toyota notamment, entre autres, travaille, et puis peut-être d'autres motorisations ou d'autres modes de mobilité. Mais donc cette notion de prédictibilité des flux financiers futurs, je la trouve extrêmement intéressante. Ouais, c'est vrai que c'est très intéressant. Et en parlant de choses, de paradigmes qui changent, etc., de choses avec lesquelles on est témoin, je suppose que tu as testé ChatGPT, GPT pour les jeunes. Oui. Qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle ? Je prends 2 secondes parce que, évidemment, on pourrait s'enfoncer dans des raisonnements un peu faciles. Moi, je crois d'abord au côté inéluctable du progrès. Donc, sinon, on va nager à contre-courant et pour moi, ça n'a aucun sens. La vraie question, c'est plutôt quel usage on fait de ça. C'est le syndrome du coupe-papier. Un coupe-papier, ça peut aussi bien servir à ouvrir les chèques que tu reçois pour soigner ta trésorerie et ça peut éventuellement percer le cœur de quelqu'un. Du coup, quel usage on fait d'un outil qui est mis à notre disposition ? L'intelligence artificielle, j'ai vu des choses extrêmement intéressantes. Par exemple, en moyenne, un médecin va détecter 70% des cellules cancéreuses sur une radio, là où un système d'intelligence artificielle peut en détecter 99%. Donc, première lecture, il y a un système qui est plus performant que l'autre. Ça, c'est la première chose. Deuxième lecture, on pourrait dire, ouais, mais c'est la mort du chirurgien ou c'est la mort du médecin, etc. Troisième posture qui est un peu la mienne, c'est de dire, non, peut-être qu'on peut permettre à un chirurgien d'opérer plus parce qu'il aura moins à lire. Exactement. Et puis, on ne va pas tout confier à l'intelligence artificielle. Par contre, on va déplacer la torche du médecin ou du chirurgien dans cet exemple-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'y passer 4 heures, il va y passer 10 minutes et lui, il va juste chercher visuellement et avec son intelligence propre à valider ce que l'intelligence artificielle aura prescrit. Donc, je sais que dans ma génération, par exemple, on était des idiots aux yeux de nos parents parce qu'eux, ils savaient extraire une racine carrée par le calcul et que nous, on appuyait sur 163
Racine touche carrée. racine carrée sur notre calculette. Voilà, alors qui a raison? Moi, j'aime bien dire en tout cas que plus vous détenez de savoir, plus vous comprenez comment les systèmes fonctionnent et plus vous êtes réellement libre. À l'inverse, moins vous maîtrisez ces systèmes et plus vous en êtes les esclaves. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et moi, j'ai pas peur du tout de l'intelligence artificielle. Je pense pas que ça va remplacer des boulots, ou si ça les remplace, ça en créera d'autres. Par contre, il y a un truc qui est vraiment venu après avoir côtoyé ChatGPT pendant plusieurs soirées. Au début, c'était vraiment genre waouh, c'est quoi ce truc? C'est que le dernier, selon moi, je sais pas ce que tu en penses, le dernier rempart, on va dire, à ça, c'est la créativité humaine, la flamme, un petit peu les idées, l'idée humaine, tu vois, qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, moi, je suis né en 63 et moi, j'ai déjà connu 3 grandes révolutions industrielles. Mhm. Moi, je suis arrivé dans le monde de l'entreprise, au moment où arrivait le micro-ordinateur. D'accord? Donc ça, c'est une première grosse révolution. On passe d'une façon de travailler à une façon complètement nouvelle. Et puis, à partir de 98, on a eu Internet. Énorme révolution. Des toujours choses pas fini, hein, je pense. Hein. Non, mais des choses qui nous paraissent totalement évidentes aujourd'hui, dont on ne peut déjà plus se passer. Ça veut dire qu'il y a eu un effet de cliquet. Exact. Et pour autant, on a vécu... Moi, j'ai vécu plus longtemps sans Internet qu'avec Internet. Ouais, c'est ça qui est dingue. Ouais, Voilà. Et là, il y en a une troisième avec l'intelligence artificielle. Et alors, ça passe crème. Mais Naïm, on va s'arrêter dessus 3 secondes. Le rythme des révolutions s'accélère. Ah ouais. C'est Si exponentiel. on regarde, par exemple, l'imprimerie avec Gutenberg, la révolution industrielle en Angleterre avec la machine à vapeur, et puis ce qu'on voit arriver maintenant, on peut déjà constater quelque incroyable. chose, c'est l'accélération du rythme de technologies totalement disruptives. Le Donc- nombre d'utilisateurs de ChatGPT a été atteint. Le million d'utilisateurs a été atteint, je crois, en 2 ou 3 jours. Oui. le Alors, plus rapide, pour quoi. répondre maintenant à ta question, moi je crois à une approche darwiniste. C'est-à-dire, en gros, qui va survivre? Survivront ceux qui vont s'adapter. Ouais. D'accord? Donc, est-ce que c'est pertinent de se poser la question de savoir si c'est bien ou pas bien? Ça n'a pas tellement de sens. On peut, si on a du temps, on peut y consacrer de la réflexion. Bien sûr. Mais si demain tu bosses dans une boîte où désormais, au lieu de saisir le courrier que tu dois envoyer de relance à un client qui t'a pas réglé ce qu'il doit, et que demain, dans les process de ta boîte, l'intelligence artificielle peut le faire, et ben c'est comme ça que ça se passera. Ouais. Donc, par contre, je crois, alors je reviens maintenant, je réponds plus précisément à la question que tu m'as posée, c'est qu'en fait, quelle est la valeur, quelle est notre valeur Ouais. quelle est notre part dans la création de valeur dans le monde de demain? C'est notre créativité, c'est notre intelligence, c'est notre capacité à rester critique, et c'est peut-être aussi et avant tout notre capacité à envisager et à créer les usages de demain. Ouais. Et alors ça, comment tu le cultives, ça, selon toi? Eh ben, c'est marrant parce qu'avant qu'on démarre cette émission avec Naïm, on parlait de la créativité des enfants et du fait que les adultes ne jouent plus. J'aime bien aussi une phrase de Jacques Brel qui dit « Il eût fallu bien du talent pour être vieux sans être adulte Ouais. ». Donc, Ouais. accepter ce qui vient, c'est jouer avec, s'amuser, créer. Et puis, si ça marche pas, c'est pas si grave que ça. On peut faire tellement d'autres choses. Le monde est vaste. Le monde est toujours vaste. Le c'est monde vrai. est vaste. Et par contre, quand on a tenté quelque chose et ça n'a pas marché, ben déjà, on n'a pas tout perdu parce que ça, on sait que ça marche pas. Expérience. Et deuxièmement, on acquiert, on cultive des méthodes qui, par itération successive, nous rapprochent de notre futur succès. C'est-à-dire, j'ai fait cette connerie-là, je la referai plus, et ainsi de suite. Et à un moment, ben, malgré soi, on se dit, ben, finalement, ça se passe bien, mais ça se passe pas bien par hasard. Ça se passe bien parce que toutes les conneries que tu as fait une fois, tu les fais plus, et là, tout devient virtueux. Alors, je fais une petite transition un peu facile, mais ce à quoi tu me fais penser, c'est l'agilité intellectuelle, l'agilité mentale, qui caractérise beaucoup lors de nos échanges. Alors, parle-nous de Agile Retraite. Quelle transition! Non, je savais que tu allais apprécier. Alors- Au début, tu n'as pas vu où je voulais en venir, puis là, j'ai vu en- dans tes yeux la flamme. En anglais, il y a 2 types d'agilité. Il y a agility pour l'agilité physique, le Ouais. singe qui saute dans un arbre et qui en 2 secondes va se retrouver Mhm. en haut de l'arbre. Et puis il y a the nimbleness. La nimbleness, c'est la notion d'agilité intellectuelle. Et moi, quand j'ai créé cette société, je l'ai appelée Agile Retraite Conseil parce que c'est un métier qui suppose d'être agile au sens où il faut comprendre les règles du jeu. Ce qui caractérise le grand public en France, c'est que vous allez jouer 42 ou 43 ans à un jeu
dont vous ne maîtrisez pas les règles et vous n'avez jamais pris 2 minutes pour les comprendre. Ok, alors, Et à partir du moment où vous ne comprenez pas les règles, tout de suite il y a une asymétrie. C'est-à-dire celui qui connaît les règles il est beaucoup plus fort que vous. Par défaut, celui ou celle qui connaît les règles, eh bien c'est la caisse. Et donc la caisse, elle va avoir un avantage sur vous et à votre corps défendant, vous allez apprendre sur le tard que vous auriez dû vous y intéresser plus tôt. Alors, l'importance du temps. Alors, pourquoi déjà parler de la retraite dans La Grande Évasion, un podcast qui prône l'indépendance financière, l'entrepreneuriat et le non-salariat? Pourquoi, pour des gens comme nous, c'est quand même archi intéressant? Alors, déjà, première chose, les deux ne sont absolument pas antinomiques. Il m'arrive d'accompagner des gens qui arrivent à la retraite et qui n'ont pas besoin de leur retraite. Alors, on va faire un peu de sémantique. Ils n'ont pas besoin de leur pension de retraite. Pension de retraite, ouais. D'accord ? Et bien, ça, c'est l'idéal. Si quelqu'un a 50 000 euros de revenus qui tombent tous les mois et que sa retraite représente 5 000, et ben, ça veut dire une chose. 1, ça veut dire qu'il a bien mené sa barque. 2, ça veut dire qu'il n'est absolument pas dépendant de ses retraites. Ouais. Voilà, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, partant du principe qu'il s'agit d'abord de définir ce qu'est une pension de retraite. Une pension de retraite, c'est un flux financier ad vitam aeternam, mensuel, et sur lesquels vous avez un droit de reversion sur une tête. D'accord. Donc, la retraite, c'est rien d'autre. C'est, je vais un moment m'exonérer d'un travail que je dois produire, et en contrepartie, je reçois une rémunération qui, dans un cas, s'appelle un salaire, par exemple, et dans l'autre cas, s'appellera une pension de retraite. Donc la pension de retraite, c'est un moment où vous allez avoir de l'argent qui va tomber sur votre compte, alors que vous n'avez plus besoin de travailler. Okay. Ça n'exclut pas la possibilité que vous puissiez continuer à travailler dans le cadre de ce qu'on appelle un cumul emploi-retraite. Cumul emploi-retraite, ouais. Voilà. Donc maintenant, pourquoi nous existons ? C'est que nous sommes partis d'un constat, c'est que 95% des gens qui demandent leur retraite en France ne perçoivent pas 100% de ce qui leur est dû. D'accord. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui dit que, en moyenne, chaque Français ne perçoit pas 170 € net par mois qu'il devrait percevoir et qu'il ne perçoit pas. 170 €, ça peut paraître peu ou beaucoup, mais ça représente 2000 € par an. Et il faut savoir que les Français sont le peuple avec l'Espagne où on vit le plus longtemps à la retraite. 78% des Français vivent 300 mois ou plus à la retraite. 300 fois 2000 €, ça fait 60 000 € que vous n'auriez pas perçus. Et c'est notre raison d'être. D'accord. Donc voilà. Par où on commence? Et déjà, donc on revient rapidement sur ton expérience de gestionnaire de patrimoine. Tu es passé de ça à ça ou j'oublie quelque chose? Non, je suis passé de ça à ça. En fait, j'ai choisi effectivement de me spécialiser. Et dans les différents domaines où je pouvais intervenir, il y avait la retraite. Et donc, ça fait 12 ans que je ne fais que ça. Et cette volonté d'aller vers ce segment si spécifique, c'était d'abord l'intuition qu'il y avait énormément de choses à faire. Et puis, dans le prolongement de ce qu'on disait à propos des différentes révolutions industrielles que nous avons connues, eh ben, ça a une conséquence, c'est que les gens ont des carrières de plus en plus éclatées. Exact. C'est-à-dire que dans la génération de nos parents, il arrivait très souvent que les gens aient 30-35 ans de crèmerie. Aujourd'hui, vous avez dans notre génération des gens qui vont avoir souvent plus de 10 employeurs majeurs dans leur carrière et souvent 3-4 statuts différents. C'est-à-dire je suis salarié, et puis après je deviens consultant, et puis après j'enseigne, et puis après je monte une boîte. Alors c'est jamais un problème sur le moment, parce qu'on est toujours en train de vivre, et par définition, quand on vit, tout va bien. Exactement. Mais à un moment, à chaque aiguillage que vous allez prendre, c'est-à-dire j'étais salarié hier et je deviens consultant, en fait sans vous rendre compte, vous changez de statut et donc vous changez de régime. Ouais. Et que là, il y a souvent des pertes de substance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire concrètement que, par défaut, vous pouvez considérer qu'à ce moment-là, à ce nœud-là, il peut, pas toujours, mais il peut y avoir des anomalies dans votre carrière. D'accord. C'est-à-dire que la caisse ne comprenant pas exactement ce qui se passe dans votre carrière, eh bien, il y a une partie des informations qui peuvent lui échapper. Ok. Voilà. Alors, concrètement, parce que j'adore le concret, quand ma mère est arrivée à l'âge de la retraite, oui. Elle a eu une carrière éclatée, comme tu l'as dit. Elle a été à la fois employée, elle a été indépendante, etc. etc. Je pensais pas que c'était aussi compliqué, chronophage et problématique, surtout au niveau du temps et de l'énergie, de s'occuper d'un dossier de retraite. Oui. Donc c'est aussi comme ça qu'on s'est connus. Oui.
Et qu'est-ce que tu fais exactement pour ceux qui écoutent et qui veulent comprendre vraiment to the point? Alors, déjà, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons de l'expertise préparatoire à la retraite. Nous, on a déjà reconstitué un certain nombre de carrières et il y a toujours des anomalies. En moyenne, il y a 6 anomalies par carrière. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est de trouver ces anomalies. D'accord. Il y a 2 types d'anomalies. Il y en a qui sont visibles. Par exemple, Naïm, si tu as fait ton service militaire, tu pourrais regarder ton relevé et dire j'étais à l'armée en 99 et je vois qu'en 99, il n'y a rien. Donc ça, c'est visible. D'accord, ouais. Bon, ça suppose Logique. quand même de pointer son relevé de carrière. Il y a plein de gens qui ne le font pas. Mais déjà, si je le fais, en pointant, je vais me rendre compte. Par contre, il y a des erreurs qui peuvent être invisibles. Ouais. Par exemple, j'ai versé 1250 € de cotisation à la GIRC en 2006. Ça fait combien de points? Ouais. Et ça, Donc, ça n'apparaît, ça si, apparaît, ça mais apparaît. pas Mais si facilement, je te- quoi. Mais si, même, l'information existe. Donc, imaginons Oui. qu'on te crédite X points, 229. Est-ce que c'est bien 229 Ouais. points que tu dois avoir? Ouais. Et donc, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que vous allez faire comme moi avec mes amendes. J'ai reçu récemment une amende où on me disait il y a 4 mois, tu étais garé au 15 boulevard Rochefoucauld Ouais. à Montreuil. Est-ce que vous savez où vous étiez garé il y a 4 mois? Non. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On paie pour être tranquille. On ne paye pas parce qu'on est convaincu qu'on doit payer, mais on se dit si je ne paye pas, ça va me coûter plus cher. Et j'ai vrai. pas envie de me balader ça comme un fardeau dans le dos, donc je paie et je passe à autre chose. Ok. Ok. En matière de retraite, c'est un peu la même chose, sauf que c'est inversé. C'est-à-dire, en gros, la caisse me propose 1722 € de retraite. Je suis pas sûr que le compte y soit, mais comme je suis pas en mesure de lui apporter la contradiction, ok, je remplis mon dossier, je lui envoie et puis vogue la galère. Ouais. Alors que c'est pas comme ça qu'il faut procéder. La première chose, c'est d'abord, premier conseil, c'est de ne pas attendre le dernier moment pour se préoccuper de sa retraite. L'âge Ok. idéal, c'est à partir de 50 ans. À partir de Ça, 50 c'est la première chose. Et c'est de faire un point de sa situation Avec et, de toi, du coup. et de venir nous voir. Ok. Nous serons capables déjà de faire un état des lieux et de voir où vous en êtes et déjà si votre carrière, est bien retranscrite au niveau des caisses. D'accord. Ça ne sera pas le cas, donc nous allons pointer votre situation et obliger les caisses à corriger. D'accord. Et ensuite, on va authentifier vos retraites. Prenons le cas de Naïm, imaginons que tu aies 55 ans, et ça serait utile de savoir que si tu continues avec le même salaire, à 64 ans, tu auras une retraite de 2222 €. Pourquoi elle est intéressante cette information? Parce que peut-être toi, tu vas me dire, mais Wari, moi, je ne peux pas vivre avec cette somme-là. C'est important que tu le saches 10 ans, 12 ans, 15 ans avant une échéance. D'accord. Parce que, justement, comme on parlait de la gestion de patrimoine, auquel je crois, c'est que là, tu vas me dire, mais moi, je sais que j'ai besoin de 4000 € pour vivre ma retraite comme je l'entends. Et donc, je vais dès maintenant mettre en place une stratégie patrimoniale pour générer tout ou partie de ce qui me fait défaut au moment où je serai à la retraite. Ouais. Donc, plus tôt, l'anticipation, quoi. exactement, plus tôt on vient nous voir et plus tôt on aura des informations qui permettent de mettre en place la bonne stratégie. Il y a aussi un autre sujet, c'est que parfois il est possible de racheter des trimestres. Alors, vas-y, explique-nous un peu ça. En fait, pour avoir le taux plein, c'est-à-dire pour percevoir 100% de vos droits à retraite, il faut que vous ayez un certain nombre de trimestres. Imaginons, alors là aujourd'hui on est passé à un chiffre qui est de 172 trimestres. 172 trimestres, ça représente 43 années pleines de cotisation. Ok. Bon, si vous arrivez à la retraite et que vous avez le droit à 3000 € de retraite et que vous avez ces 172 trimestres, on dit que vous avez le taux plein et vous percevrez 100% des 3000. Par contre, si vous n'avez pas ces trimestres, imaginez que vous n'en ayez que 160, et bien là, il vous manque 12 trimestres et vous allez avoir une décote. Ok. Et donc, pour, là encore, éliminer tout parti de ces décotes, dans certains cas, il est possible de racheter des trimestres. Comment Donc- tu payes quoi, en fait? Et à Alors, qui? c'est là où j'y viens. Ouais. Nous allons d'abord, on va analyser votre éligibilité. Tout le monde n'est pas éligible. Si vous n'êtes pas éligible, vous ne pouvez pas en racheter. Ok. Donc, nous, on va analyser l'éligibilité. Ensuite, on va regarder combien vous pouvez en racheter. Ok. Le maximum qu'on peut racheter, c'est 12 trimestres. Mais peut-être que Naïm peut en racheter 8, ton épouse 4, moi 2 et mon frère 0. Donc, la première chose, c'est de déterminer ce à quoi chacun est éligible. Ensuite, le prix du trimestre, et c'est ça qui est important, il dépend de 3 critères. Le premier, c'est votre âge. Et plus vous attendez, plus c'est cher. Ok. Donc, si vous d'accord. voulez me voir à 50 ans et qu'on peut racheter les trimestres, vous les rachèterez
40 à 60% moins cher que si vous rachetiez les mêmes trimestres à 60 ans. D'accord, ok. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment un truc qu'il faut faire tôt, même si on y pense. À partir Ça de paraît ça- toujours lointain. À partir de 50 ans, c'est bien. Et il y a aussi un autre sujet, c'est que nous sommes capables de vous produire des simulations. Ouais. Alors partons du postulat que Naïm, toi tu gagnes 100 000 euros par an et que tu as 55 ans. Donc on va reconstituer ta carrière du début de ta carrière jusqu'à tes 55 ans. Et puis on va imaginer qu'il te reste 10 ans à travailler. Donc nous on va projeter les 100 000 euros que tu gagnes de maintenant jusqu'à tes 64, tes 65, tes 66 et tes 67 ans. Et on va te dire, à niveau de rémunération équivalent, voilà la retraite que tu as en brut, en net et le montant de la reversion Ok. de 64 à 67 ans. Alors, je sais pas si. T'as fini? Vas-y. Non, juste Vas-y, un truc. je t'en prie. Et au-dessus de ça, tu pourrais, toi, me demander des simulations en me disant, ouais, mais Wary, tu décides unilatéralement que je vais gagner 100 000 euros. Alors moi, j'en sais rien. Mhm. Par contre, tu pourrais me dire, bah oui, mais qu'est-ce qui se passe si je perds mon boulot et que je ne trouve pas une rémunération supérieure à 30 000? Donc là, on va faire une deuxième simulation. Qu'est-ce qui se passe si tu as 100 000? Qu'est-ce qui se passe si tu gagnes 30 000? Et puis, on peut en faire une troisième en disant, bah, j'augmente mon salaire de 10% tous les ans. D'accord. Alors, c'est un exercice intellectuel, abstrait. Mais si on a ces trois informations, ça veut dire que là, on va avoir un spectre qui nous permet de savoir, dans le pire des cas, combien j'ai, dans le meilleur des cas, combien j'ai, et quelle est la probabilité que j'ai, justement, une trajectoire médiane. Ok. Alors, quand tu t'es occupé du cas de ma maman, ce que j'ai constaté immédiatement, c'était. Bon, déjà, je n'avais pas affaire que à toi. Hein, tu as toute une structure, etc., des gens qui te prennent en charge. Mais du côté de ma maman, j'ai vraiment vu la différence sur. Elle était beaucoup plus sereine. Se sentait beaucoup plus rassurée. C'est quelque chose que tu vois chez tes clients, ça? Alors, c'est la première chose que nous vendons. Les gens qui ne nous connaissent pas viennent chercher un ROI. Moi, je les mets dehors. Il y a des gens qui me disent, oui, je suis prêt à payer 4 000 balles si tu me garantis que je vais en avoir 10. Ouais. Au revoir, monsieur. La discussion s'arrête. Pourquoi? Parce que nous sommes comme des chirurgiens. Si vous avez un enfant qui a une appendicite et que le chirurgien ouvre et qu'il voit que c'est une péritonite, vous voulez qu'il dise, je m'en occupe pas parce que moi j'étais parti pour une appendicite, ou vous dites, écoute, t'as ouvert, quoi que tu trouves, tu traites. Ouais. Nous, c'est la même chose. Logique. Tant que nous n'avons pas traité le cas de ta maman, mais de tous nos clients, nous ne savons pas ce que nous allons trouver. Et nous allons couvrir tout ce que nous découvrons. D'accord. Donc, Ok. par exemple, ta maman, si par exemple il s'est avéré qu'elle a été à l'Ircantec et que ces droits-là ne soient pas bien remontés, on l'aurait traité. Et si de l'autre côté, on avait découvert qu'il y avait une autre problématique, 2 points de trimestre, etc., nous la traitons aussi. D'accord. Donc, la première chose qu'on apporte, nous, c'est qu'avec nous, nos clients sont sûrs d'avoir 100% de ce qu'il aurait dû. Ça, c'est la première chose. La deuxièmement, c'est d'apporter de la sérénité. C'est-à-dire que nous, on a une courbe d'apprentissage qui fait que nous savons couvrir toutes les retraites, aussi complexes soient-elles. Ok. Troisièmement, on va vous apporter la possibilité de vous consacrer à votre métier. Imaginez un avocat, est-ce qu'il a intérêt à arrêter de bosser 2, 3, 4, 5, 6 jours, 10 jours, 20 jours pour aller courir après des caisses qui ne lui répondent pas? Ou est-ce que c'est mieux pour lui de nous confier la mission et de facturer 400 balles de l'heure alors qu'il travaille? Ouais, là, la question se pose même Voilà. pas, quoi. Et donc, nous, le gâteau que nous fabriquons, c'est qu'au bout de 6 mois, on va vous remettre une étude. Cette étude, elle va répondre à 5 questions basiques. La première, c'est quelles sont les anomalies et comment elles ont été corrigées. La seconde, c'est quels sont vos droits authentifiés, avec des calculs clairs et précis et transparents. Troisièmement, quelle est votre éligibilité à des leviers réglementaires d'optimisation, sachant que nous ne vendons aucun produit financier. Et ça garantit l'indépendance de notre conseil. Quatrièmement, quel est l'impact de la réforme qui vient de passer en avril 2023 sur vos droits? Et cinquièmement, comment mettre en place un cumul emploi-retraite, c'est-à-dire le droit que vous aurez de percevoir vos retraites et de continuer de travailler. Tout ça s'appelle une expertise préparatoire à la retraite et ça prend en moyenne 6 mois. Ok, d'accord. Et au bout de ces 6 mois, je viens remettre l'étude, je la présente, je la commente et je réponds à toutes les questions. D'accord, ok. Donc nous, notre plus grande valeur ajoutée, je dirais que c'est qu'on va vous apporter de la tranquillité. Vous dormez sur vos 2 oreilles et quoi qu'il advienne, vous aurez toutes vos réponses. D'accord. Voilà. C'est vrai que dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui partent à la retraite, les parents d'amis, etc. Et j'ai souvent ce son de cloche-là, c'est les gens sont un peu dans le noir. J'ai l'impression que votre génération, on vous a vendu, entre guillemets, qu'il fallait travailler, que l'État allait s'occuper de vous. Et de plus en plus, les gens s'en rendent pas compte. Dans le contexte actuel des retraites en France,
Qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à quelqu'un qui ose mettre son nez là-dedans? Alors, c'est un peu délicat de répondre à cette question parce que moi, ça fait 12 ans que je ne fais que ça et que j'apprends encore des choses. Ce qui caractérise le système de retraite français, c'est sa complexité. Il y a 209 caisses de retraite, 42 régimes, dont 37 régimes spéciaux. Wow. Donc rien que ça, je pourrais m'arrêter là et on voit déjà que c'est complexe. Ouais. Mais au-delà de ça, il faut savoir que vous avez des règles. Et puis dans chaque règle, vous avez une exception. Et dans chaque exception, vous avez l'exception de l'exception. Wow. Donc Compliqué. c'est un gouffre. Et dès que vous mettez la main là-dedans, et le drame, c'est que la plupart du temps, les gens vont se comparer à des siblings, alors semblables. Mhm. C'est-à-dire qu'en gros, Naïm, il est né en 73, Ouais. et il a son pote de 73 qui a demandé sa retraite, et donc son pote va lui dire « Mais non, mais tu t'as rien compris, moi j'ai déjà demandé ma retraite, et c'est comme ça. Ah, d'accord. » Non. Non. Vous pouvez avoir quelqu'un qui, par exemple, alors là aussi, anecdote pour anecdote, mon pote Gilles a quitté l'école à 16 ans pour devenir sertisseur. Il a un très beau métier, il sertit les pierres. Ouais. Et moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 24 ans. Le premier jour où moi j'ai travaillé, mon pote Gilles avait déjà 32 trimestres. Wow. Et pourtant, on est né la même année. Ouais. Donc, nos fondamentaux sont pas du tout les mêmes. Tout, chaque Voilà. personne, c'est Et un donc, monde. Dès que vous comparez, vous avez déjà perdu, puisque même deux frères jumeaux n'ont pas la même carrière et n'auront pas la même retraite. Ouais, d'accord. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord sa propre spécificité. Donc, d'abord, je dirais comprendre les règles de niveau 1, c'est-à-dire les règles générales, et après de comprendre la singularité de son propre parcours et d'aller chercher les bonnes règles pour les appliquer à sa situation. En gros, c'est impossible. Ouais. Moi, je fais ça à 8 heures par jour depuis 12 ans et j'apprends encore des choses. Ouais. Donc, ce qui va se passer, c'est que... Alors, il m'est arrivé de rencontrer, pas souvent, mais ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui s'étaient intéressés au sujet depuis longtemps, soit pour des raisons professionnelles, notamment j'ai en tête un assureur, donc c'était un peu dans son métier, il avait eu l'intelligence de s'y intéresser, et malgré tout, il nous a confié la mission. D'accord. Mais, par contre, quand je lui ai remis l'étude, il m'a vraiment challengé, parce que j'ai vu qu'il avait compris, travaillé, et qu'au moins, il avait the big picture, il avait les bons réflexes. Ensuite, si vous faites partie de gens moyens qui ont consacré leur vie à un métier quel qu'il soit, vous ne serez jamais des experts, de la même façon que je serai moi pas un expert de l'informatique ou de l'automobile, bien que je puisse comprendre comment ça fonctionne. Ouais. D'accord ? Et là, le plus important, c'est d'être assisté, d'être accompagné par quelqu'un qui va vous apporter les bons conseils. Nous, qu'est-ce qu'on est ? On est des GPS. D'accord ? Imaginons qu'il existe 1000 chemins pour aller vers la meilleure retraite possible. Nous, ce que nous savons, c'est que sur ces 1000 chemins, il n'y en a qu'un seul qui est le bon. Et ne pas le prendre, ce serait perdre du temps. Et nous, on va être capable de vous dire, voilà, le meilleur chemin, c'est celui-ci. Ouais. Et parfois, il m'arrive que des gens, ayant compris quel était le meilleur chemin, choisissent de ne pas le prendre. Mais ils le font en toute connaissance de cause. Par exemple, un médecin à qui j'explique que le meilleur scénario pour lui, c'est 67 ans, et qui me dit, mais oui, mais j'ai parfaitement compris, c'est très clair et je vous remercie, mais moi, j'arrêterai de bosser à 65 ans parce que je ne veux pas perdre ma vie à la gagner. C'est un choix, mais au moins, il sait ce à quoi il renonce, et il n'aura plus de problème, notamment de perte de sommeil. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce qu'il nous arrive régulièrement d'avoir des gens de 70 ans, 75 ans qui nous rappellent pour dire je dors plus la nuit, je sais que je touche pas tout ce qui m'est dû. Est-ce que vous voulez bien reprendre la mission ? Et nous ne le faisons pas. Pourquoi ? Pour quelle raison ? C'est beaucoup trop long et beaucoup trop coûteux. D'accord. Donc, c'est entre guillemets beaucoup plus facile d'apporter la contradiction à une caisse tant que vous n'avez pas liquidé vos droits. Ça devient extrêmement compliqué une fois que vous avez liquidé vos retraites. D'accord. Pourquoi ? Parce que déjà, du point de vue légal, vous avez dit à la caisse donnez-moi mes retraites. Vous avez signé comme quoi vous étiez d'accord. Et là, vous allez contester un accord. Qu'on rentre dans des administrations. Bon, voilà. Et ça risque de prendre du temps et d'être coûteux. Moi, Donc, je vois. Ouais, vas-y. Non, juste dire autre conseil venez nous voir avant de liquider vos retraites et venez nous voir idéalement 10 ans avant une échéance que vous avez en tête. Parce que même si votre étude était un peu plus longue, c'est-à-dire que si au lieu de durer 6 mois, elle dure 9 mois, si vous êtes loin du terme, ça n'a pas d'importance. Ouais. Par contre, si vous êtes à 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois de votre retraite, là, ça va vous enquiquiner et là, vous allez avoir un stress dont vous auriez pu vous passer. Je vois ça un petit peu comme, je reformule ce que tu viens de dire, mais j'insiste quand même parce que c'est important.
Bon, bien sûr, tout ça, ça a un coût. Hein, ce travail, il n'est pas gratuit, c'est tout à fait normal. Mais je vois vraiment ça comme un... Bon, t'aimais pas trop ça, mais je vois vraiment ça comme un investissement, pour le coup. Quelque chose que tu peux faire, parce que investir sur sa santé et sa tranquillité, c'est quand même important. Absolument. J'aime bien dire que parfois, par exemple, j'ai des clients qui me sont adressés par leur expert comptable ou qui me sont adressés par leur banquier ou par leur assureur ou par le gestionnaire de patrimoine. Eh bien, de la même façon que quand vous allez voir votre médecin qui vous adresse à un cardiologue, vous n'en déduisez pas immédiatement que votre médecin est incompétent. Totalement. De la même façon, nous, on est sur un segment extrêmement pointu. Et donc, ce que nous garantissons encore une fois, c'est qu'avec nous, vous aurez 100% de ce qui vous est dû. Donc, vous n'aurez plus jamais à y revenir. Il faut savoir qu'a priori, c'est au moins 300 mois de votre vie. Alors, faites en sorte de les passer confortablement. Ouais, comme il faut, quoi. Voilà. C'est effectivement un investissement pour votre tranquillité, pour vos revenus, et puis surtout pour bien passer le seul moment de votre vie où vous aurez les 3 piliers d'une vie de qualité, à savoir de la santé, des moyens financiers et du temps à vous. Ouais, c'est vrai que c'est les 3 choses auxquelles beaucoup de gens courent après, mais on a rarement les 3 en même temps. Rarement les 3 en même temps, c'est vrai. Et comment tu vois le marché, j'aime pas trop dire ça, mais l'industrie de la retraite évoluer? Tu as quand même 12 ans de clients qui frappent à ta porte et qui arrivent et de vie, d'histoire, etc. Qu'est-ce qui t'a marqué est-ce qu'il y a un changement un petit peu de paradigme? Le changement de paradigme, c'est le niveau croissant de l'inquiétude. Ah ouais. Ça, c'est la première chose. Ouais. C'est-à-dire je ressens aussi comme ça. On a de plus en plus de gens aujourd'hui qui sont terrorisés par leur retraite. Et je vais d'abord parler pour moi. Moi, je refuse d'être une charge financière pour mes enfants. Naturellement. Ça, c'est ce que tout le monde pense. Ouais, alors, aujourd'hui, il y a plein de gens qui savent d'ores et déjà qu'ils seront une charge pour leurs enfants. Par exemple, pour ceux qui nous écoutent et qui sont toujours locataires, faites gaffe parce que le loyer, il a vocation à augmenter et que votre retraite, elle augmentera pas au même rythme. Ouais. Donc, dans certains cas, malheureusement, il y aura un effet de ciseau. Totalement. Mais dans tous les cas, votre loyer grignotera une part de plus en plus importante de vos revenus si vous n'avez que vos pensions de retraite comme revenus au moment où vous ne travaillerez plus. Et il y aura 2 moments qui seront clés. D'abord, c'est est-ce que vous pouvez faire face seul avec vos revenus de pension de retraite à la vie que vous souhaitez mener. Et n'oubliez pas qu'il y aura aussi malheureusement un moment où vous allez être en dépendance et que là, pour le coup, le niveau de dépense, il est démultiplié. Ah ouais, là, c'est... D'accord ? Ouais. Donc là encore, si ça a été bien anticipé, ça a été bien travaillé, si on a pris les bonnes informations au bon moment, eh bien, on va arriver de façon sereine vers des choses qui ne sont pas spécialement agréables à vivre, mais qu'on vivra dans tous les cas bien mieux si on les a anticipées. Faire le mieux possible, quoi. Absolument. Et ma génération est vraiment beaucoup plus ouverte à ça, mais investir aussi, prendre des risques mesurés en connaissance de cause sur les marchés financiers, acheter sa résidence principale, faire travailler l'argent pour pas avoir à travailler soi-même, quoi. Oui. Surtout, effectivement, moi je dirais le premier des conseils quand c'est possible, c'est d'arriver à la retraite et d'être propriétaire. Voilà. Au moins de sa résidence principale, quelle qu'elle soit, mais d'être propriétaire. Ouais. Parce que même si vous avez une retraite modeste, aujourd'hui, remplir son frigo, je sais que je vais en faire bondir certains, mais remplir son frigo, c'est pas si cher que ça. Ouais. Alors je vais le dire différemment pour que je sois bien entendu. Je ne dis pas que nourrir c'est pas cher. Je dis simplement la part de la nourriture dans les dépenses d'un ménage est stable, voire elle décroît. Ok. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui n'aurait entre guillemets que son frigidaire à remplir, eh bien il va y arriver. Et il y arrivera d'autant mieux qu'il est propriétaire. Maintenant, mettons-nous à l'autre bout du spectre. Vous n'êtes pas propriétaire, vous avez un loyer. Aucune banque aujourd'hui ne vous prêterait si vous allez solliciter un prêt de 500 000 € à 65 ans. Et donc, votre vie post-retraite, elle va être compliquée. Ouais. Financièrement, j'entends. Hein. Ça, tu le vois oui, sur, oui, bien sûr. Oui, j'ai vu des cas même difficiles, des gens qui découvrent qu'ils vont avoir 700 € de retraite. Un peu trop tard, du coup. Alors, non seulement trop tard, mais c'est surtout que comme ils ont été déformés par la communication, un moment où ils lisaient, ils entendaient partout que dans tous les cas, on avait au moins 1500 € de retraite. Le fameux. D'accord ? Mais ils n'ont pas écouté la fin des phrases. C'est 1500 € brut, donc plutôt 1200 €,
pour une carrière pleine, c'est-à-dire 43 ans. Taux plein, donc c'est bien ça. Voilà. Ok. Et avec un niveau de rémunération au SMIC. Or là, mesdames qui nous écoutez, malheureusement, vous êtes entre guillemets victime du temps partagé. On vous impose par exemple des semaines à 22 heures, etc. Et bien donc vous allez moins cotiser et donc ça divise d'autant, ça réduit d'autant les montants des futures pensions que vous aurez. Alors je vais faire mon sympathique aujourd'hui, c'est mon cadeau à Naïm et à tout son auditoire, c'est vous pouvez demander si vous êtes en temps partiel à cotiser comme si vous étiez en taux plein et on ne peut pas vous le refuser. Ah ça je savais pas, alors explique-nous un peu ça. C'est simple, hein. En C'est gros important. je travaille à mi-temps, Ouais. et bien donc je peux demander à cotiser comme si j'étais en plein temps. Ah, Donc ça, je savais évidemment pas. vous allez me dire je gagne moins, oui tu gagnes moins, mais tu te prépares si ce n'est des jours qui chantent, en tout cas des jours qui ne déchantent pas. Ok. Donc, alors pour se connecter avec toi, je laisserai les liens bien sûr, même ton email si besoin. Oui, avec grand plaisir. Dans les show notes, donc les notes du show qui sont à côté du podcast. Si tu as d'autres choses, d'autres moyens pour te connecter, Ouais, allez déjà jeter un coup d'œil sur notre site internet, donc agile-retraite.fr. Il y a déjà pas mal de conseils. Il y a aussi toutes les possibilités que vous avez de nous contacter. Et puis si vous venez après avoir écouté ce podcast, eh bien, pour remercier Naïm de sa confiance, vous aurez moins 5% sur le tarif de la prestation. Ok. Voilà, c'est mon petit cadeau, donc simplement il faudra préciser Naïm. C'était pas prévu, donc ouais, venez de la part de Naïm chez Agile Retraite directement pour d'abord être informé et après se tranquilliser pour ces choses qui sont quand même importantes, même si à notre âge où nos parents n'y pensaient pas, etc. Mais vu les temps qui courent, ça reste important. Et un point que je souhaitais ajouter, c'est parmi tous les gens qui nous écoutent, s'il y a des gens qui ont été expatriés, alors là, c'est pas que vous pouvez nous contacter, c'est que vous devez nous contacter. Alors explique-nous pourquoi, ça serait important. Pourquoi ? Parce que par défaut, il y a une très forte potentialité pour que vos périodes expatriées ne soient pas prises en compte et que donc vous ayez une décote très importante du montant de vos pensions françaises. Si vous nous contactez sous certaines conditions, nous serons capables d'effacer tout ou partie de cette décote. Donc là, c'est particulièrement intéressant pour vous et nous sommes capables de faire cela. Ok, très bien. Eh ben, tu t'adresses au monde carrément. Le marché, c'est pas seulement la France. Donc, les Français du monde entier sont les Français bienvenus. du monde entier. Ok. Et aussi les étrangers qui ont ou qui travaillent en France. Qui travaillent en France. Ok. Donc si demain t'as pas toute la planète qui te contacte, tu me fais signe. Wary, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. C'était un vrai plaisir de t'avoir. J'ai juste une dernière question, à part si tu as quelque chose à dire à notre auditoire, je t'en prie. La grande évasion, pour toi, c'est quoi ? Alors, ça m'inspire tout de suite 3 choses. La première, c'est évidemment cette fameuse image de Steve McQueen qui est sur la moto. Je le vois très bien, en plus c'est un acteur que j'adore et cette image est fabuleuse. La deuxième, c'est on a demandé à des survivants des camps comment ils avaient survécu à cet enfer-là. Et certains se portaient très bien. Et on a essayé de comprendre pourquoi il y en a qui, revenant de cet enfer-là, allaient bien. Ouais. Comment c'était possible. Et on s'est rendu compte que ceux qui allaient bien, c'était tous des gens qui avaient une très grande imagination. C'est-à-dire que l'évasion, elle peut être mentale, intellectuelle. Pas mal. Et il y avait des gens qui ont eu cette capacité à s'extraire de tout ce qui les entourait pour aller se réfugier dans un meilleur ailleurs. Et ce meilleur ailleurs a été le garant de leur bonne santé. Il y a une illustration de ce que je vous dis, c'est le film de Roberto Benigni qui s'appelle La vie est belle. Magnifique. Où vous avez ce père qui, très intelligemment, fait croire à son fils qu'ils sont en train de jouer. Et ben j'aime bien cette idée-là. Et enfin, dernier élément, le troisième aspect de la grande évasion, c'est les livres. La seule façon de vivre 10 vies dans une seule, c'est de lire. Alors lisez ce que vous voulez, les boîtes de conserve, les bouquins, tout ce qui vous tombe sous la main. Je parle des boîtes de conserve parce que c'est ce que je lisais quand j'étais petit, quand j'avais plus rien à lire. Moi, c'était Donc, les céréales. Ouais. Lisez tout et vous verrez que vous aurez une vie très très large et très gratifiante.
Merci pour ces trois évocations. Il y en a une que j'imaginais bien vu qu'on en a déjà parlé, mais les deux autres sont très très belles. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci encore. Tu as quelque chose à dire à notre super moi, audience? je tiens à remercier Naïm pour cette initiative qui est extrêmement gratifiante. C'est un exercice pas facile, mais vachement stimulant. Et puis, c'est assez intéressant d'imaginer que je suis en train de parler à des gens que je ne connais pas, que je ne croisais peut-être jamais, mais qui désormais savent que nous existons. Et surtout, si j'ai pu en aider certains d'entre vous, je suis déjà payé de retour. Donc merci à vous et merci à Naïm. Tu t'en es très très bien sorti pour l'exercice et merci pour tes très gentils mots et à très bientôt et bonne continuation à toi. Salut et merci. Salut. Si vous pensez que l'épisode peut intéresser quelqu'un, foncez lui envoyer le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je laisserai un lien en description. Et d'ici là, restez connectés. Je suis Naïm Terrache et le but, c'est la grande évasion.